Fédération de football. Il a été président de l'Union sportive de Ouakam. Il est également chargé de l'audit interne au niveau de la Fédération sénégalaise de football. C'est donc pour vous dire que c'est quelqu'un du milieu sportif, qui connaît le milieu sportif, qui connaît les implications, les enjeux de l'économie du sport et qui a une expérience très pertinente qu'il va nous faire le plaisir de partager avec nous ce matin. À ma droite, vous avez Maître Moustapha Kamara, qui va présenter à la suite de M. Blaise Diagne les aspects juridiques de l'économie du sport. Et Maître Kamara est avocat au barreau de Marseille. Il est également le cofondateur du Master droit du sport à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est membre de la commission juridique de la Fédération sénégalaise de football et il a écrit beaucoup d'ouvrages en droit du sport. Donc, comme je le disais, Maître Kamara a écrit les opérations de transfert des footballeurs professionnels en 2007, qui a été publié par l'Harmattan. Et cet ouvrage a remporté le Grand Prix de l'Union des clubs professionnels de football en France en 2008. Il a également écrit Sport et droit des sociétés. Il a écrit également le contentieux du statut du transfert des joueurs devant la FIFA et le tribunal administratif du sport. Il a écrit les grands défis du football africain, entre autres, pour ne vous citer que cela. Il en a écrit d'autres qui intéressent particulièrement le thème qui va être abordé ce matin. Le 23 mai de 1984 avait donc vu la nécessité d'encadrer le secteur du sport par une loi, la loi 1984-59, intitulée Charte du sport. Donc, il faut retenir que le sport sénégalais est encadré par la Charte du sport. Évidemment, par la suite, ça a pris de l'importance dans l'économie du pays. On va parler de ce cadre institutionnel au Sénégal. Qu'est-ce que l'économie du sport? On retiendra que l'économie du sport, dans sa définition, concerne l'ensemble des sports. L'économie du sport, c'est la branche de l'économie qui étudie l'incidence du sport amateur et professionnel sur l'ensemble de l'économie, y compris le sponsoring, merchandising, construction des infrastructures sportives. Donc, retenez bien que les amateurs sont également concernés, puisque même le bénévole compte dans une économie. Mais maintenant, cette économie-là, qui parle d'économie, parle en fait de marché. Qu'est-ce que le marché du sport? Dans un marché, il faut simplement de la production, de la distribution, de la consommation, mais également une régulation. Donc c'est ça notre consommation de sport. Maintenant, quels sont les intervenants? Nous allons retenir qu'au niveau du sport sénégalais, il y a quand même beaucoup d'intervenants. Je pense que je suis allé un peu trop vite. Voilà les intervenants dans l'économie du sport. Ces intervenants dans l'économie du sport sont très nombreux. Cette liste-là n'est pas une liste exhaustive en réalité, puisque on peut en dénombrer plusieurs. En dehors de l'État et des fédérations que vous avez l'habitude de voir, il y a les clubs qui vont produire, les joueurs qui vont produire, les techniciens qui vont produire, les agents intermédiaires qui vont produire, les professions réglementées
qui sont là pour accompagner les sponsors, les médias, les supporters, les équipementiers, les bénévoles, etc., etc. Donc, pour dire qu'il y en a une masse infinie, donc, qui joue dans l'économie du sport. Maintenant, cette définition-là que je viens un peu de faire et d'une manière assez poussée, c'est pour vous permettre simplement de rentrer dans le cadre institutionnel. Maintenant, alors, la charte du sport qui encadre le sport sénégalais est une charte très ouverte et permet une évolution vers la modernisation. Parce que cette charte qui date de 1984, si on la lit, on va voir qu'il y a simplement quelques petites choses qui sont énumérées. Mais comme il n'y a pas de fermeture, ça veut dire que c'était ouvert. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte de sport? L'État avait défini 3 formes de pratique. Si vous voyez ces 3 formes de pratique, vous allez vous dire quand même qu'il y a autre chose qui se fait au Sénégal qu'on n'a pas ici. Donc, les éléments qui sont retenus en 84, mais la liste n'était pas fermée. Ces 8 principes sont la démocratisation du sport, la liberté d'association, ce qui fait que vous avez entendu parler des associations sportives et culturelles. Même avant cette charte, ça a été renforcé par la charte pour dire liberté d'association, identité culturelle, pluridisciplinarité. Donc, ce qui veut dire que ce qui a été cité avant peut être complété, puisqu'il y a plusieurs disciplines. Il y a également une cogestion, une décentralisation de l'amateurisme, puisque l'État a opté pour l'amateurisme, et la protection des pratiquants. Donc, c'est ça les principes. Mais ces principes, en place, il fallait quand même des structures d'encadrement. Qu'est-ce que l'État avait prévu pour encadrer ce sport? L'État a pris comme socle l'association, qui peut également se retrouver sous plusieurs formes, c'est-à-dire des formes de groupement, notamment la fédération. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fédération, toutes les fédérations sénégalaises sont en fait des associations. Même la FIFA est une association. Malheureusement, les gens ne vont pas au fond de la notion d'association. Donc les structures d'encadrement sont en fait les associations au départ que j'ai mis en couleur. Et concernant les associations, j'ai quand même essayé d'aller un peu plus loin en vous parlant de la liberté d'association, en vous parlant également ce qui est dans la charte des sports, du code des obligations civiles et commerciales, donc qui régit les associations. Mais dès l'instant où on est régi par le code des obligations, on est tout de suite régi par l'OHADA. Parce qu'en réalité, l'OHADA est supranational. Et le Sénégal a signé le 22 décembre 2022 l'acte uniforme de l'OHADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Et cet acte va être applicable à partir de janvier 2024. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que simplement, il y aura une obligation de tenir une comptabilité suivant le 6 BNL. Ça veut dire que le système comptable des entités à but non lucratif pour toutes les associations dans l'ensemble des pays de l'OHADA. Et également, les associations devront sortir des états financiers à la fin de chaque année. Ça veut dire que si vous avez un club,
vous sortirez des états financiers. Aujourd'hui, on dit on est association, on ne fait rien. Mais c'est terminé, ça va être fait. Et lorsque vous dépasserez 100 millions de francs CFA, à partir de 100 millions, vous devez avoir un commissaire au compte inscrit à l'ONECA, comme dans les sociétés commerciales. Bon, maintenant, si on se base sur ce qui se fait, ce qui est inscrit dans la charte des sports, on va se dire, mais notre sport là, comment notre sport est financé? Ou en tout cas doit être financé? Le financement du sport sénégalais repose sur le budget de l'État et des collectivités locales. Si on prend l'extrait de la charte des sports au Sénégal, la loi 1984-59 nous dit budget de l'État du Sénégal et de ses collectivités, les contributions volontaires, les ressources propres aux associations, les recettes des manifestations sportives, le fonds d'aide au sport. Donc vous allez me dire, mais tiens, si c'est que ça, mais comment l'économie du sport est financée actuellement? Je reviens pour vous dire, la notion de ressources propres des associations permet en fait de régler ce problème, puisque l'État a été ouvert. On dit simplement ressources propres. Dans les ressources propres, il y a un tout. Donc les associations pouvant faire du business, puisque ce n'est pas interdit, toutes les associations peuvent le faire. Il y a des associations qui ont des chiffres d'affaires énormes. J'ai cité la FIFA, j'ai cité la Fédération sénégalaise de football. Donc les ressources peuvent évoluer très rapidement. Ce qui fait que les ressources de financement de nos structures, même si on respecte le cadre institutionnel du sport au Sénégal qui n'a pas encore été modifié, mais peuvent être, en tout cas, venir de divers horizons. Quelles sont ces ressources de financement? Évidemment, l'État du Sénégal est toujours là avec ses 75%. Puisque l'État du Sénégal finance les infrastructures, finance tout ce qui est en fait gros investissements. Gros investissements, ça veut dire bon, les infrastructures, les stades, etc., etc. Mais retenons en tout cas que 75% c'est financé par l'État du Sénégal, soit en direct ou en indirect. Ensuite, les fédérations internationales viennent, CAF, FIFA, CIO, etc. Les autres institutions internationales aussi peuvent financer, comme la coopération allemande ou les autres coopérations qui peuvent financer souvent le genre et l'inclusion sociale. Les sponsors privés également, ils apportent leur argent, les mécènes, les entreprises et autres structures économiques à travers leur RSE, sponsoring et mécénat. Donc, toujours dans ce cadre-là du financement, je vais quand même expliquer un peu la notion de RSE, sponsoring et mécénat. Puisque jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de l'intervention du football professionnel, puisqu'on est dans le cadre institutionnel, et ce cadre-là, en tout cas, ne le prévoyait pas. Mais la RSE, c'est en fait ce que font les entreprises pour les structures, c'est-à-dire c'est une intégration volontaire par les entreprises qui vont aller financer, parce qu'ils s'occupent d'environnement et d'activités commerciales, puisqu'ils sont à côté d'un club par exemple, ils peuvent financer le club. Les gens penseront que c'est du sponsoring, mais ce n'est pas du sponsoring, c'est RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Le sponsoring maintenant, il faut qu'il y ait un contrat commercial. Souvent les gens
se disent il ne peut pas y avoir contrat commercial tant qu'il n'y a pas société. C'est une grosse erreur. L'association peut contracter. Et jusqu'ici, le sport sénégalais a été toujours en fait tenu par les associations qui contractent avec des sponsors et qui font du win-win. Bon, ensuite, il y a le mécénat qui a toujours existé au Sénégal. Hein. Ça veut dire que c'est des gens qui donnent leur argent sans contrepartie. C'est des mécènes. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire sur sponsoring et mécénat. Maintenant, quelles sont les sources de revenus de nos clubs? Nos clubs, en fait, aujourd'hui, à part les clubs professionnels, qui sont des structures, c'est un peu particulier puisque ça a été autorisé après, mais l'ensemble des autres clubs peuvent faire la même chose. Si on prend même n'importe quelle équipe de basket, n'importe quelle équipe d'athlétisme qui a son association, il y a d'abord la cotisation des membres, les dons individuels, les recettes de billetterie, les subventions, les RSE, les prize money. Même ça, si vous visitez la charte des sports, on ne parlera jamais de prize money puisque ça n'existait pas. Mais maintenant, ça existe. Comme ce n'était pas interdit, mais évidemment, les clubs, les associations peuvent, l'État ne l'interdit pas. Ça veut dire que c'est encaisser des récompenses suite à des compétitions. Les droits également de formation, notamment souvent au niveau du football. Quand vous formez un joueur, vous avez des droits lorsque ce joueur est transféré. Ou bien le produit direct des transferts des joueurs également, vous pouvez l'encaisser via, de toute façon, votre association et ça respecte bien le cadre de la charte du sport. Il y a le merchandising, il y a le sponsoring, l'organisation d'événements qui était prévue dans la charte du sport. Ensuite, les activités économiques que les entités peuvent faire. Il n'y a pas besoin d'être société pour faire des locations d'infrastructures sportives et des activités commerciales, même si on est association. Ensuite, maintenant, il y a l'apport en compte courant ou en capital des dirigeants ou investisseurs qui peuvent venir dans l'association pour s'occuper de ça. Donc, en termes d'évolution, voilà comment le cadre institutionnel a évolué aujourd'hui. Maintenant, donc ça c'était les sources de financement des clubs. Quelles sont les évolutions qui vont se passer, qui se sont passées en tout cas au niveau de nos textes? Bon, malheureusement, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas eu de texte jusqu'en 2005. Bon, Maître Camara reviendra sur les aspects juridiques. En 2005, il y a eu simplement des textes au niveau du ministère. Ce n'était même pas des décrets. Bon, pour revenir sur la DTN, la délégation de pouvoir, les centres de formation. Tout ça, ça ne figurait pas sur la charte du sport au Sénégal. Il y a eu un projet de révision de la charte du sport, mais qui n'est pas encore finalisé, qui est actuellement au ministère. L'économie du sport au Sénégal suit la tendance mondiale, heureusement, grâce aux fédérations qui appliquent des textes des structures internationales comme la FIFA, la FIBA et autres, qui leur disent vous devez faire ça. Si ce n'est pas contraire à ce qu'on fait dans l'État pays, ça passe. Et jusqu'ici, c'est ce qui fait que dans le sport sénégalais, on fait 80% de choses minimum qui ne sont pas dans la charte. Mais comme la charte n'a jamais été fermée, heureusement, donc notre cadre institutionnel est quand même assez ouvert et ça nous a permis de faire ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, je vous remercie tous de votre attention.
Merci beaucoup. Belle et brillante présentation. Vous nous avez parlé de la définition du sport. Vous êtes revenu sur les intervenants, les acteurs, ce que dans certaines littératures on va appeler les bénéficiaires des externalités positives du sport. Vous êtes revenu sur la charte de 1984 et cette charte-là va aussi, j'imagine, être abordée par Maître Camara parce que c'est le document de référence du droit du sport au Sénégal. Elle date de 1984 et beaucoup de personnes se posent la question comment un document juridique de 1984 peut régir les situations de 2023-2024. Donc cette urgence-là que tous les acteurs du milieu sportif appellent de leur vœu, la révision de cette charte-là, le projet est dans le circuit, vous êtes revenu sur ça, mais un point sur lequel vous avez insisté et qui m'a semblé très important, ce sont les interactions entre notre droit national et le droit communautaire. On fait partie d'un espace, l'OADA, on fait partie d'un autre espace, l'UMOA. Donc les textes qui sont générés à ce niveau-là doivent, quand ce sont des directives, recevoir une application directe au niveau du Sénégal. Donc vous avez parlé du plan comptable qui doit être appliqué maintenant par les associations, même si les textes sénégalais ne les prévoyaient pas. Il y a également aussi au niveau associatif les textes de la CAF et de la FIFA qui aident à régler provisoirement certaines situations qui ne sont pas prises en compte par la charte du sport. Vous êtes revenu là-dessus et ça permet quand même d'avoir un corpus juridique assez solide qui pourrait être le lit de l'investissement et un boost de cette économie-là. Mais la vraie urgence, c'est de mettre en place un texte maison. Ce projet de charte des sports-là, qui est dans le circuit depuis maintenant plusieurs années, qu'il soit adopté et que les acteurs du football puissent, du football, vous m'excusez de la redondance, je suis du football, c'est pour ça que je fais un peu le focus sur ça, du sport en général, de l'athlétisme, du cyclisme, de toutes les autres disciplines sportives, puissent avoir un référentiel juridique sur lequel s'appuyer. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Maître Moustapha Camara qui va nous livrer sa présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je remercie d'abord les organisateurs de cette belle initiative, Dakar Sport Summit. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont là, ici présentes. Et quand les organisateurs m'ont demandé d'intervenir sur le thème, de dresser un cadre juridique et institutionnel de l'économie du sport au Sénégal. Mon premier réflexe, je me suis dit, c'est certainement un piège. J'ai tout de suite, j'ai demandé, j'ai appelé le professeur Vladimir Andreev, qui est le président d'honneur de l'Association des économistes du sport au monde. J'ai dit, Vladimir, on me demande de dresser le cadre juridique et institutionnel de l'économie du sport au Sénégal. Je me suis dit, c'est un piège. Il m'a dit, je confirme que c'est un piège. Et je dis pourquoi. Il me dit parce que, tout simplement, l'économie du sport n'existe quasiment pas au Sénégal. Et il me dit, pour en tout cas conforter son opinion, il m'a dit de lire l'ouvrage de Eduardo Galeano qui s'appelle Football, Ombre et Lumière. Et il m'a dit, il y a le professeur Paco Esposito qui était dans la même situation que vous, M. Camara. J'ai dit, ah bon, il me dit oui. Et effectivement, quand j'ai ouvert ce livre, je me suis rendu compte qu'effectivement, le professeur Paco Esposito, il y a un moment, il y avait un match, au soir d'un match entre National et Penarol, puisque c'est un Uruguayen, et National avait perdu 4 buts à 0. Le professeur Paco Esposito
le soir, il était envahi par une grande tristesse. Il avait une grande mélancolie et il se posait la question, l'origine de cette mélancolie et de cette tristesse. Il n'arrivait pas à trouver. Et à un moment, il se posait les vraies questions. Il s'est rendu compte qu'en réalité, l'origine de sa mélancolie, de sa tristesse profonde, que c'était pas les vicissitudes de la vie, mais que c'était dû en réalité à la défaite de National contre Pénarol. Donc il s'est posé les bonnes questions. Donc on m'a demandé aussi de me poser les bonnes questions. Donc je me suis dit, puisque c'est un piège, je me pose les bonnes questions, quelles sont les questions que je me suis posées? Un tas de questions. Première question, je me suis dit, peut-être que les organisateurs me demandent de transformer les actuelles performances sportives du Sénégal, notamment quand on prend le cadre du football, où il y a quand même 5 trophées. Donc de transformer cette performance sportive, comment les transformer en performance économique? Première question. Deuxième question, je me suis dit, dresser un cadre juridique de l'économie du football au Sénégal, c'est peut-être dresser un cadre qui serait favorable à l'émergence d'une véritable économie du sport. Alors dans ce cas, que faut-il faire? Est-ce que les textes actuels sont assez suffisants pour l'émergence d'une telle économie? Ou est-ce que tout simplement il faut les changer? Ou encore, est-ce qu'il faut simplement les faire évoluer? D'abord, l'économie et le sport, pour moi, c'est deux notions qui sont incongrues. Puisque vous savez, Pierre de Coubertin a toujours considéré que le sport et l'économie n'étaient pas conciliables. Dans le cadre du football, on a vu, depuis la mise en place de la professionnalisation du football en France, le 16 et 17 juillet 1932, il y avait ce qu'on appelait l'amateurisme marron, c'est-à-dire que tout simplement, on pouvait jouer au football, mais on ne pouvait pas être rémunéré. Donc le fait d'être rémunéré illégalement était considéré, était appelé l'amateurisme marron. Donc le football, le sport, et le football en particulier, et l'économie étaient deux notions qui sont totalement antagonistes. Mais il y a eu des évolutions. La notion de sport, pour moi, c'est deux aspects. C'est l'aspect pratique, c'est-à-dire l'amateurisme, le sport de masse, scolaire, universitaire, qui a une utilité sociale. Donc, le mode de gestion est une mode de gestion associative. C'est ce que d'ailleurs Norbert Elias, le sociologue, avait bien souligné l'intérêt social, l'utilité sociale du sport. Le deuxième aspect pour moi, c'est l'aspect spectacle, le sport de haut niveau, le sport professionnel. Donc là, c'est l'utilité économique, c'est le mode de gestion commerciale avec les sociétés sportives. Il y a deux auteurs, Loré et Ponce, qui sont de l'école de Rouen, qui définissent le sport comme étant deux choses. Le sport qui se pratique, le sport de masse, et le sport qui se regarde, le sport spectacle. Quelques remarques. D'abord, tout à l'heure j'ai parlé du professeur Vladimir Andreev qui me disait que vous êtes certainement piégé, M. Camara. Et il m'avait donné des explications, à part le fait de lire Eduardo Galeano avec le professeur Paco Esposito. Il me faisait savoir qu'en fait le poids du sport dans l'économie mondiale était estimé à plus ou moins 3% du PIB au niveau mondial. En France, c'était sensiblement pareil. Mais qu'en Afrique, c'était moins de 0,5% du PIB. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de vente d'articles, il y a un réel problème de source de financement. Ensuite, l'économie du sport, pour moi, c'est à la fois sectorielle et c'est à la fois aussi fragmentée. C'est une notion fragmentée. Sectorielle d'abord, parce que c'est lié au secteur du sport. Fragmenté et segmenté, parce que ça englobe pas mal
de secteurs de l'économie. L'économie industrielle, l'économie de services, l'économie du travail, l'économie du développement, etc. Pour le professeur Vladimir Andreev, la connaissance, je le cite, la connaissance de l'économie du sport en Afrique est insuffisante. Elle est faible quand elle n'est pas strictement inexistante. En particulier si on se situe à un niveau international du savoir en économie du sport. C'est-à-dire là, c'est que tout à l'heure, Laurent et Ponce appellent l'intelligence sportive, c'est-à-dire tout ce qui est collecte, compilation, traitement de données, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est aussi en termes de référence, d'information, de littérature, de publication. Pour Vladimir Andreev, l'intelligence sportive est quasiment absente. On ne voit pas au Sénégal en particulier de publications, de données, de recherche, en tout cas de formation, ce qui concerne l'économie du sport. Et il précise que le Sénégal aussi fait partie des pays les moins avancés et qu'il existe des moyens de connaître l'économie du sport des BRICS, notamment l'Afrique du Sud, ou des pays, des nouveaux pays émergents comme le Nigeria ou l'Égypte. Mais que c'est quasiment le désert en termes de connaissances et d'informations en ce qui concerne les pays les moins avancés, notamment le Sénégal. Donc il n'y a pas de données. Il n'y a pas d'observatoire de l'économie du sport. Il n'y a pas de centre de recherche, il n'y a pas de revue spécialisée. Donc aucune publication. Prédominance des firmes étrangères dans le marché du sport. Les articles sont fabriqués quasiment à l'étranger. Le financement du sport est notoirement insuffisant et dépend quasi exclusivement de l'État et des collectivités locales. L'offre de sport est limitée. Il y a une faible scolarisation, donc le sport scolaire, universitaire en pâtisse. Il y a peu d'installations et d'infrastructures sportives, etc., etc. Donc, en plus, tout à l'heure, vous avez parlé des systèmes de transfert, les retombées en matière de transfert, les retombées économiques sont quasiment insignifiants quand on compare le nombre de joueurs, de sportifs sénégalais qui sont transférés chaque année à l'étranger. Je vais insister juste deux remarques sur la gouvernance et sur la régulation. Sur la gouvernance, effectivement, comme c'est une économie, donc il y a l'offre et la demande. Donc, effectivement, les acteurs de l'offre, donc les acteurs que j'appelle les acteurs fournisseurs de biens et de services, donc c'est effectivement tout ce qui est État, collectivité, tout ce qui est fédération, ministère des Sports. Et ensuite, il y a la demande, puisqu'il y a une offre. Et la demande, ce sont les pratiquants. Les pratiquants, nous avons les ménages. Quand on voit, par exemple, en France, les ménages participent sur un chiffre d'affaires de 40 milliards. Les ménages contribuent presque la moitié, presque 19 milliards. Parce que tout simplement, il y a une fiscalité qui a été adaptée. On voit au Sénégal, il y a des prélèvements fiscaux et parafiscaux qui sont très élevés, donc qui ne permettent pas aux ménages de pouvoir en tout cas participer à cette économie du sport. Donc tous ces acteurs que vous avez tout à l'heure cités, l'État, les ministères, les fédérations sportives, le Comité national olympique sportif sénégalais. Donc tous ces acteurs ont fait le choix au Sénégal de créer ce qu'on appelle le service public du sport. Parce qu'au Sénégal, c'est le service public du sport. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont très intéressés, il y a la thèse de Jean-François Dikoubé qui a fait une belle
thèse sur l'économie du sport en Afrique noire et qui a été en pleine reprise un peu par d'autres chercheurs. Donc c'est une activité, service public, c'est une activité d'intérêt général, gérée par une personne publique ou sous son contrôle par une personne privée et soumise à des degrés variables au droit administratif. L'arrêt FIFA qui a été établi, qui faisait la distinction entre les activités qui relèvent des prérogatives de puissance publique et des activités commerciales qui dépendent des tribunaux civils. Donc service public, qui dit service public, continuité, mutabilité, égalité. Cette gouvernance, pour moi, au Sénégal, du sport, présente des faiblesses. Quelles sont-elles? Tout d'abord, en ce qui concerne l'État et le ministère des Sports, je l'avais dit tout à l'heure, je le rappelle, c'est la faiblesse du budget qui est consacré au sport de masse. Parce qu'on sait au Sénégal, c'est plus le sport de masse. Voilà. Donc la faiblesse du budget de l'État et du ministère des Sports. Et d'ailleurs, le ministère des Sports en général a un budget quasiment insignifiant. Nous avons vu aussi, c'est le fait que le sport professionnel, même s'il n'est pas prévu par la charte, puisque la charte dit que le sport au Sénégal est amateur. Donc nous voyons que dans le sport professionnel qu'on a entamé avec le football, qu'il n'y a pas de soutien de l'État. Si on compare avec la France, on a vu pendant la Covid-19, il y a eu les prêts garantis par l'État, les PGE, qui ont sauvé beaucoup de sociétés, beaucoup de clubs français. Or au Sénégal, à ma connaissance, il n'y a pas eu en tout cas de dispositif similaire pour aider les clubs sportifs sénégalais. Ensuite, il y a une fiscalité, que je viens de le dire, une fiscalité élevée des ménages, des infrastructures qui sont faibles. D'ailleurs, là, on a été recalé pour l'organisation de la Coupe d'Afrique en 2025-2027, parce que tout simplement, il y a un manque criard d'infrastructures. Le Comité national olympique sportif sénégalais, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a quand même des litiges entre Génération Foot et Diabar contre la fédération. Et on remarque qu'en matière de gouvernance, il manque quand même des organes juridictionnels au sein du Comité national olympique sportif sénégalais, notamment en matière d'arbitrage et en matière de conciliation. S'il y avait ces deux organes juridictionnels, d'arbitrage et de conciliation, ça aurait pu en tout cas aider à régler ce litige qui aujourd'hui oppose les deux grandes académies du Sénégal, Génération Foot et Diabar, à la Fédération sénégalaise de football. En ce qui concerne les fédérations nationales, M. Diagne a tout de suite, tout à l'heure dit qu'effectivement la gouvernance c'est le comité exécutif, c'est le secrétariat général, le secrétaire général. Mais ce mode de gouvernance aujourd'hui est dépassé. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe qu'effectivement dans les grandes fédérations, en tout cas les fédérations qui se rapprochent de ces grandes fédérations, ont adopté le mode de gouvernance anglo-saxon, notamment le conseil d'administration, le directeur général, avec des bureaux qui sont spécialisés en finance, en économie, en marketing. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas au sein de nos fédérations nationales. En ce qui concerne les clubs, on voit aussi qu'il y a beaucoup de litiges qui concernent en tout cas le rapport entre la société sportive et l'association de sport, et notamment Gore Olympique, Guédiawaye, Diapo, et parce que tout simplement, on n'a pas défini la convention qui lie l'association sport à la société commerciale. Parce qu'aujourd'hui, l'association sport a tous les droits. Or, c'est la société commerciale qui finance, qui apporte les investissements. Donc aujourd'hui, l'investisseur n'est pas protégé par nos textes. Et quand vous voyez aussi cette convention, quand il y a un litige, déjà la convention elle est homologuée par la Ligue professionnelle. Et quand il y a un litige, c'est aussi la fédération qui tranche les litiges.
Donc, or, on voit dans la Ligue, au sein de la Ligue et de la Fédération, que ce sont des associations qui sont jugées parties. Donc, il est temps que, en tout cas, que cette convention, pour attirer les investisseurs, que cette convention soit vraiment précisée, claire, clarifiée, et pour permettre, en tout cas, d'apporter la confiance et les investisseurs. Ensuite, le financement. Le financement, on a vu tout à l'heure, M. Gagne avait dit qu'effectivement, que c'est toujours une source de financement historique et presque dépassée. Les sponsors, il n'y en a pas assez. Les transferts de joueurs, nous sommes sur des segments qui n'apportent pas tellement d'argent puisque le joueur qui quitte les clubs sénégalais est transféré dans des segments qui sont en tout cas, les moins rémunérateurs en matière de transfert de joueurs. Et il y a même certains joueurs qui sont transférés gratuitement. Donc en matière de transfert de joueurs aussi, de la réglementation, il y a quelque chose à revoir. Les sponsors, on remarque que les sponsors sont quasiment dépendent de la téléphonie. Or, ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, quand on prend l'exemple du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, les plus gros sponsors, c'est en tout cas ce qu'on appelle des sponsors qui viennent du secteur des carburants, gaz, pétrole. Puisque le gaz et le pétrole sont découverts au Sénégal, je pense que, en tout cas, que c'est le secteur des carburants puisse en tout cas investir beaucoup plus dans le sport sénégalais. Ensuite, il y a la gestion et l'entretien des stades. La gestion et l'entretien des stades, on a vu là, la fédération vient récemment d'interdire la tenue de compétition dans les stades des académies. Donc, autrement dit, toutes les compétitions doivent se tenir dans les stades municipaux, régionaux et départementaux. Hein? Ouais, donc, ça veut dire qu'il faut que les clubs, en tout cas, s'habituent en tout cas, en ce qui concerne les deux académies, s'habituent à louer ces stades. Donc, comme dans beaucoup de pays, aujourd'hui, au Maroc, il y a des sociétés de gestion et de location des stades, ce qui facilite l'entretien, ce qui facilite aussi, en tout cas, la tenue correcte des compétitions. Les droits télé sont quasiment inexistants. Le droit à l'image des sportifs, le droit de la propriété intellectuelle, notamment la protection des événements, des manifestations, les marques, les brevets, quasiment inexistants. Et puis aussi, puisque aujourd'hui on a besoin de financement, il faut qu'on laisse la possibilité à l'État et surtout aux collectivités locales de pouvoir en tout cas financer, subventionner les clubs s'il y a un intérêt général. Globalement, au regard de ce qui se passe à l'étranger, donc je pense qu'il faut un observatoire de l'économie du sport pour la gouvernance. Il faut un observatoire de la gouvernance sportive. Il faut un comité national d'éthique pour faire face aux dérives du sport. Il faut aussi une haute autorité du sport. Quand on voit, pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit au niveau des fédérations nationales, comme par exemple la fédération de football ou de basket, s'il y a une décision qui est prise par le comité exécutif, presque pas d'organe au-dessus de ce COMEX pour en tout cas contrôler ou donner son avis. Donc, une haute autorité du sport pourrait par exemple s'occuper en tout cas de contrôler l'activité, de donner des avis au comité exécutif. Ensuite, il n'y a pas de paris sportif. Le pari sportif, c'est une source de financement très important aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voyez en France, il y a l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Donc, les paris en jeu, les paris sportifs, que ce soit les paris en dur ou les paris en ligne, je
pense que c'est une source très importante de financement. Et c'est vrai que tout ça, toutes ces institutions, toutes ces instances demandent beaucoup de moyens. Je ne demande pas qu'on fasse tout aujourd'hui puisqu'on n'en a pas les moyens, mais tout simplement de les mettre de façon progressive en fonction des besoins de l'État, de l'économie, du sport au Sénégal. Sur la régulation, vous avez cité effectivement, vous avez bien précisé que le cadre juridique et institutionnel du Sénégal, au Sénégal, résulte d'un long processus dont les premiers jalons effectivement ont été posés depuis l'indépendance. Moi, je vais citer 3 textes. Premier texte, 1er septembre 1960, relatif aux activités des groupements sportifs. La loi du 23 mai 1984, portant charte du sport, qui d'ailleurs énonce le principe de la possession. Et enfin, l'arrêté de 95, 13 novembre 95, qui est relatif à la délégation de pouvoir. Quand on observe ces différents textes, il y a quelques remarques qu'on peut faire. Première chose, pour moi, il faut faire une évaluation de la politique publique qui est développée depuis 1960 dans le domaine du sport et parallèlement initier une réflexion sur le sport professionnel, c'est-à-dire le sport qui se regarde. Deuxième chose, je pense qu'il faut identifier les facteurs bloquants dans la charte de 84. Puisqu'on a vu la charte de 84, date quand même très très longtemps. Il y a beaucoup de facteurs bloquants. Ces facteurs, je pense qu'il faut les identifier. Pourquoi? Parce que pour gérer des contradictions de cette charte. Première contradiction. La charte précise que le sport est amateur, que le sport professionnel est interdit sauf autorisation expresse de l'État. Deuxième contradiction, la charte de 84. La charte précise, en outre, que l'État définit les objectifs du service public, mais confie la gestion aux fédérations sportives. L'État définit les objectifs, mais la gestion elle est confiée aux fédérations sportives. Troisième contradiction, l'État exerce une tutelle sur les fédérations sportives. Mais les fédérations sportives sont indépendantes. Quatrième contradiction, comment concilier ou gérer les intérêts contradictoires de l'utilité économique, donc du sport qui se regarde, donc qui est une activité commerciale, comment concilier cette utilité économique à l'utilité sociale du sport de masse, le sport qui se pratique. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire table rase de tous ces textes que M. Diagne a cités, et en tout cas faire de nouveaux textes pour en tout cas favoriser l'émergence d'une économie du sport? Ou est-ce que tout simplement il faut améliorer le texte de 1984 pour que ce texte soit au niveau des exigences de l'économie du sport? Autrement dit, est-ce qu'il faut simplement un toilettage des textes? Je pense que c'est la véritable question qu'il faut se poser. Cependant, sachez, chers amis, que l'endroit où les hommes sont les plus heureux, c'est dans le sport. Albert Camus avait effectivement raison de le dire. C'est dans le sport que les hommes sont les plus heureux. Donc nous sommes au bon endroit. Donc il faut mettre en place les textes qui nous permettent d'être encore beaucoup plus heureux. Et quand il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Donc il faut beaucoup de volonté.
il nous faut aussi, en tout cas, pour tracer le chemin qui va en tout cas vers l'émergence, vers la mise en place d'une véritable économie du sport. Je vous remercie tous de votre attention et je souhaite à tous de très stimulants débats sur le cadre économique, le cadre juridique et institutionnel de l'économie du sport au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Camara, pour votre brillante présentation. Alors, avant de passer la parole au public pour les échanges, j'aimerais juste revenir sur deux aspects. D'abord, en termes de statistiques, vous avez relevé que la part du sport dans le PIB mondial est de 3%. Et au niveau africain, il serait autour de 0,5% ou même moins. Vous avez également parlé de la difficulté qu'il y a d'avoir des statistiques fiables ou des mesures en fait qui puissent nous renseigner sur cette économie du sport-là. Parce qu'en définitive, au niveau africain, du fait qu'il n'y ait pas d'industrie, donc les retombées même sportives en termes d'externalité, vente de maillots ou d'articles sportifs, c'est toujours les géants mondiaux qui tiennent entre guillemets cette économie-là ou cet aspect de l'économie sportive au niveau africain. Je voudrais aussi souligner les préconisations que vous avez faites pour une économie du sport performante au niveau du pays. Donc, vous suggérez ou vous proposez qu'au niveau des organes, qu'on mette en place un observatoire de l'économie du sport. Et vous pensez également qu'il faut un comité national d'éthique et une autre autorité du sport. Et vous avez expliqué les raisons pour lesquelles ces instances-là ou ces institutions-là devraient être mises en place pour booster l'économie du sport. En termes d'actions à entreprendre, vous préconisez qu'on fasse une évolution globale sur le sport et que la réflexion sur le sport professionnel soit entamée et poussée. On a les premiers bribes actuellement ce matin et je pense que ça va être des instances de cette nature-là qui vont permettre d'alimenter la corbeille de la réflexion à ce niveau-là. Et le ministère des Sports, le secrétaire général était là ce matin, je pense que le ministère des Sports pourra aussi capitaliser sur des événements de cette nature où les réflexions sont ouvertes et faites par des professionnels pour mettre les conclusions de ce genre de forum-là dans la corbeille des recommandations. Sur les facteurs bloquants de la loi de 1984, vous les avez relevés et j'ai particulièrement apprécié quand vous avez parlé de la nécessité de concilier l'utilité économique et l'utilité sociale du sport. Parce qu'en réalité, c'est tout cela le dilemme. Il y en a qui disent que voilà, pour les valeurs que porte le sport, il ne devrait pas y avoir de place pour l'économie, mais force est de constater qu'il faut quand même un soutien financier, un soutien économique à cette activité-là. Et je ne pense pas que donner de la place à l'économie dans le sport dénaturerait le sport ou lui ferait perdre ses valeurs. Donc, on va ouvrir une liste. S'il y a des questions ou des commentaires, des contributions, un peu contribuer par rapport à l'exposé de Maître Camara concernant donc les données sur l'économie du sport au Sénégal. Parce qu'en réalité, ce problème va être réglé dès l'année prochaine. Avec le nouveau système comptable, les associations seront obligées de produire des états financiers. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de chiffres puisqu'il n'y a pas d'état financier. Le jour où toutes les associations vont produire, on saura exactement combien d'argent
le football, le basket, l'athlétisme, etc. à injecter dans l'économie sénégalaise. Et il suffira, en fait, de prendre l'ensemble des états financiers, des structures de sport, pour tout de suite voir derrière l'ensemble des chiffres d'affaires, l'ensemble des charges, et tout de suite, économiquement, on peut répondre pour dire quelle est la contribution du sport dans l'économie sénégalaise. Puisque en termes d'état financier, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler les états financiers, vous verrez qu'on vous demande toujours le code activité. Ce code activité-là va servir au niveau des statistiques, au niveau de la Banque centrale, pour savoir tel secteur d'activité de l'économie a rapporté tant en termes d'entrée ou a dépensé tant en termes de sortie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que les clubs professionnels au Sénégal, par exemple, disent nous avons en fait dépensé tel montant pour payer nos joueurs. Effectivement, c'est des montants énormes. Si vous prenez une équipe en moyenne, c'est 6 millions de salaires qu'ils versent. Ben, la petite PME sénégalaise qui verse 6 millions, il n'y en a pas des masses. Donc si vous prenez cette somme-là, aujourd'hui on le dit, il faut aller dans les chiffres, mais ces chiffres-là, c'est au niveau de la Ligue Pro et au niveau des équipes qu'on le trouve. Mais lorsque tout le monde sera obligé d'appliquer le système comptable des entités à but non lucratif, ce problème sera réglé. Et je pense que Maître Camara, on verra qu'au Sénégal, on est loin des 0,5%. Moi, je suis persuadé. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à nos chers panélistes. Comme ils l'ont dit, on va ouvrir une série de 5 questions. On va prendre 5 questions. Toutes ces organisations, en fait, contribuent déjà à l'économie du sport. Malheureusement, elles ne sont pas bien répertoriées parce qu'au niveau de la comptabilité, comme vous venez de le dire, il n'y a pas une rubrique pour le sport qui permet d'identifier l'activité commerciale du sport comme est répertoriée l'agriculture ou le oil and gas, par exemple. Donc je crois qu'effectivement, si ce changement arrive, on pourra peser à sa juste valeur la contribution du sport au niveau économique au Sénégal et en fait sur toute l'Afrique. Une question peut-être pour M. Diagne. J'ai vu dans votre exposé, vous parlez de la charte du sport qui date de 1984. Je me demande pourquoi. Par rapport à Maître Camara, enchanté de te revoir, content de te revoir plutôt, je veux dire, Maître. Alors, avant de donner la parole à M. Diagne et Maître Camara pour les réponses, je suis tenté d'apporter une petite contribution. Il n'est pas très usuel que le modérateur réponde, mais je vais faire ce qu'on appelle en procédure civile une intervention volontaire. Comme je suis témoin d'un fait, je suis obligé, je dois à la vérité de le dire. Sur le code du sport, moi j'ai vu le projet. J'ai vu la loi principale et j'ai vu les textes d'application. Donc, le projet existe. Bon, maintenant, on pourra épiloguer sur la volonté des dirigeants de l'adopter vite ou pas, mais le projet, il existe et il est finalisé. Ça, je peux en témoigner et je pense que M. Diagne pourra apporter d'autres contributions. Je vais lui passer la parole d'abord. Il va répondre aux questions qui lui sont adressées et éventuellement, s'il a des questions qui sont même adressées à Maître Moustapha Camara. Et il va avoir 7 minutes et 7 minutes à Maître Camara, ça nous mettra 15 minutes au total. Voilà, je pense que, en fait, M. Diouf vous a bien expliqué. Bon, comme il est au cœur de l'administration, effectivement, la charte du sport a été vraiment revisitée, les documents existent et tout, hein. Mais vous savez, comme on dit, hein, c'est au niveau de la marche de l'État. Souvent, bon, en fonction du ministre qui est en place ou en fonction
des fonctionnaires qui sont au sein du ministère des Sports. Bon, c'est là-bas où il y a eu du retard, mais ça ne va pas tarder. Cette mise à jour, elle est là. Bon, ensuite, maintenant, les facteurs bloquants, comme on dit, il n'y a pas que ce document-là qui est dans les pipes au niveau de l'État. Il y a souvent beaucoup de documents et on espère que ça ira très vite. Bon, maintenant, les autres questions, souvent c'est des questions qui vont s'adresser à Maître Camara. Bon, pour celui qui demandait comment ils peuvent en tout cas contribuer, les jeunes, parce qu'en réalité les jeunes, ce qui se passe au niveau des métiers du sport, Maître Augustin Senghor en a parlé, souvent ils ont la compétence pour, il y a le fait qu'ils ne vont pas vers les acteurs du football. Comme on dit, la charte du sport, c'est le ministère, en fait c'est ce qui font bouger la charte, c'est le ministère et les fédérations. Parce qu'il y a une délégation de pouvoir. Soit vous allez au niveau du ministère ou au niveau des fédérations. Par exemple, la Fédération sénégalaise de football, mais c'est au moins 5 cadres de haut niveau qui ont été embauchés dans les 2 dernières années. Ça veut dire qu'il y a des postes à prendre à tous les niveaux. Récemment, l'UEFA, qui est en fait l'organisation du football au niveau sous-régional, cherchait 5 cadres de haut niveau. C'était dans le net, c'était partout. Évidemment, il y a des Sénégalais qui ont envoyé leur CV et il y aura certainement des Sénégalais qui vont être en fait en tout cas embauchés. Ce qui est sûr, c'est que parfois aussi certaines fédérations ont besoin d'être approchées pour que vous-même, les jeunes qui venaient de sortir des écoles, qui avaient des idées, à leur proposer que vous veniez pour leur dire voilà. Je donne l'exemple de l'audiovisuel. Il y a quelques années, la Fédération sénégalaise de football se contentait des télévisions. Mais actuellement, beaucoup de jeunes sont embauchés. Ils sont avec les équipes nationales, ils voyagent. C'est eux qui font ce que vous voyez à la télé. Vous allez voir FSF TV, ce sont ces jeunes qui font ces films-là. Et ils ont du matériel. Il y a un investissement qui dépassera certainement 100 millions de francs CFA qui est en train d'être boosté. Et la fédération prévoit même d'avoir sa propre télé, c'est-à-dire carrément une régie. Dès l'année prochaine, certainement, il y aura des choses qui vont être en place pour permettre à faire des matchs en direct. Donc ceux qui font par exemple de l'audiovisuel, ils sont dans les métiers du sport. Maintenant, l'accompagnement de l'État, on en a parlé, M. Camara aussi l'a un peu ébauché. En fait, l'État accompagne, mais à sa manière. Parce que les infrastructures, ça fait partie de l'économie du sport. Et il faut qu'on les quantifie pour voir ce que l'État a mis. Derrière aussi, les fédérations. Tout à l'heure, il a parlé de la période de Covid. Si on parle de Covid, mais l'accompagnement était là. Les clubs professionnels avaient reçu chacun au moins 10 millions de francs CFA. Donc, pour traverser la période de Covid. Et ça venait de la FIFA. Donc, ça suit ce que faisaient les Européens. Mais parfois, disons, l'information ne va pas jusqu'au public. Mais en réalité, c'est des choses qui existent. Bon, donc, je vais laisser à M. Camara le soin de développer les autres questions. Je pense que c'est sa partie. Merci. Samba, vous avez demandé quels sont les facteurs bloquants de la charte de 84. Le principal facteur bloquant, c'est que la charte du 23 mai 1984 a été faite pour le sport amateur. Donc, c'est-à-dire que cette charte exclut
le sport professionnel. Donc, et la charte précise bien que pour le sport professionnel, il faut une autorisation expresse de l'État. Donc c'est vraiment le principal facteur bloquant. Et après, quand vous allez voir en ce qui concerne le financement et tout, c'est vraiment des sources de financement qui sont vraiment dépassées. Hein, puisque tout ce qui est sponsor, tout ce qui est droit télé, tout ce qui est transfert de joueurs, un sujet que vous maîtrisez bien, puisque vous avez fait une très belle thèse sur le transfert des mineurs. Donc tous ces aspects sont totalement absents de la charte. Et est-ce que ce projet existe? Le projet du Code du sport, le projet existe. Tout simplement, la preuve, j'ai le projet avec moi, puisque j'ai votre mail, j'ai ton mail, je vais te transférer le projet du Code du sport pour qu'il y ait autant de lenteur, parce que tout simplement, il y a des va-et-vient entre le ministère du sport, le Comité national olympique sportif sénégalais et les fédérations nationales sportives. Donc comme il faut que chaque instance donne son avis, c'est ce qui explique la lenteur. Mais le projet existe très bien. Et en ce qui concerne la diplomatie et le sport, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de diplomatie sportive. Vous allez dans n'importe quel ministère des Affaires étrangères, des grandes puissances, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, au sein de ces ministères, même en France, au Quai d'Orsay, il y a un bureau diplomatie sportive. L'Agence française de développement aussi, vous voyez comment elle s'est investie pour le développement de l'activité sportive. Et il y a d'ailleurs George Orwell qui disait que le sport aujourd'hui c'est la guerre avec les armes en main. Aujourd'hui on fait la guerre, les grandes nations se font la guerre à travers l'activité sportive. Vous avez vu la récente défaite de la France au rugby contre l'Afrique du Sud a été très très mal vécue, aussi mal vécue qu'une défaite d'une guerre. Donc aujourd'hui la guerre ça se passe dans les stades. Ensuite, il y a quelqu'un qui a parlé des métiers du sport. Effectivement, l'économie du sport repose aussi sur les métiers du sport. Aujourd'hui, les métiers du sport, les 4 grandes familles, notamment la formation au Sénégal qui se passe très bien, mais ensuite tous les métiers qui sont liés à l'encadrement et surtout les métiers de gestion, ce qui concerne le marketing, ce qui concerne le management, ce qui concerne la gestion. Aujourd'hui, c'est vraiment, les métiers sont vraiment aujourd'hui enseignés dans les grandes écoles à Paris, au sein de Paris Business School où j'interviens. J'ai un cours de tout un semestre qui est consacré au métier du sport. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut une économie du sport, mais l'économie aussi, elle doit être aussi soutenue par des gens qui sont formés au métier du sport. Notamment tout ce qui est métier d'encadrement. Même pour la gestion des stades, des grandes infrastructures, puisque le Sénégal aujourd'hui s'est donné pour ambition de construire des grandes infrastructures sportives. Et ces grandes infrastructures aussi doivent être gérées par des gens qui sont bien formés au métier. Ensuite, pour la charte de 84, pourquoi depuis 84, on n'a pas une nouvelle loi sur le sport? Moi, j'avais écrit un livre il y a 2 ans, que j'avais appelé les réformes du football au Sénégal, et j'avais cherché l'origine de la loi de 84. Et j'ai trouvé que la loi de 84, le Sénégal s'était fortement inspiré de la loi algérienne sur le sport, la charte du sport de l'Algérie de 1975. Et le Sénégal avait le projet depuis 1975, je pense, si je ne me trompe pas, c'était Joseph Mathiam qui était ministre des Sports. Et donc ce projet de loi du sport de 1975 a été vraiment matérialisé en 1984. Donc il avait fallu 9 ans. Entre-temps, l'Algérie, sur laquelle on avait quasiment copié les textes, puisque quand j'ai comparé les 2 textes de 1975 de l'Algérie et celle du Sénégal de 1984,
c'était quasiment pareil. Et donc l'Algérie, entre-temps, l'Algérie a fait 2 nouvelles lois sur le sport, notamment au début des années 2000 et plus récemment en 2011. Mais le Cameroun aussi, le Maroc en 2010. Et le Sénégal, c'est vrai que depuis 1984, ça commence quand même à durer. Et donc, c'est vrai que depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, presque 2024, donc il est temps que ce projet de loi soit mis en place. Ensuite, quel est le chemin qu'il faut suivre pour mettre en place une véritable politique sportive? Je pense que le chemin qu'on doit emprunter, j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait de la volonté pour qu'on trace notre chemin, mais ça ne dépend pas simplement, il ne faut pas qu'on se repose simplement sur l'État. Il faut aussi que, en tout cas, que les démembrements de l'État, notamment le Conseil économique, social et environnemental, peuvent très bien proposer des avis sur la politique sportive, mais aussi des ONG. Les ONG peuvent le faire, des associations, des centres de recherche. Donc je pense que c'est une contribution qui concerne tout le monde, pas simplement l'État. Je donne souvent l'exemple de l'ONG Terra Nova en France, qui a fait en tout cas pas mal de rapports depuis 2009 sur le sport, comment faire pour faire évoluer l'économie du sport, l'économie du football en France. Donc Terra Nova, à mon sens, c'est une ONG. Et puis il y a aussi tous les groupements, les groupements de l'État, les groupements privés qui s'adonnent à des activités financières, peuvent aussi faire des rapports sur la politique sportive. Ensuite, sur le sport informel, le secteur informel, tout à l'heure, Michel Diagne avait parlé que bientôt, l'année prochaine, il y aura l'obligation de communication des données. Si on a des données, c'est pas mal, mais je pense qu'aussi il faut qu'on mette en place, en matière de bonne gouvernance, une direction nationale de contrôle des gestions pour les clubs professionnels, mais aussi au sein de la FEDE, une commission fédérale qui s'occupe aussi des clubs amateurs. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci Maître Camara. Vous voudrez bien applaudir Maître Camara, M. Diagne, pour leur belle présentation. Et je voudrais aussi, avant de terminer, avant de passer la parole au présentateur, remercier Dakar Sport Summit, les initiateurs de l'événement, M. Diouf. Et je voudrais aussi, à mon nom personnel, remercier l'excellent Demba Varor qui a permis notre participation à ce panel. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, de votre attention et des contributions que vous avez eu à faire à l'occasion de ce